Bon, on est rendu à notre troisième bonne nouvelle. Celle-là nous concerne un peu moins par contre, mais elle a le potentiel de faire plaisir à au moins 3 milliards d'êtres humains. Tout simplement parce que c'est en train de devenir pour eux une question de vie ou de mort. Là, on parle de l'eau douce. Alors, notre troisième bonne nouvelle, on pourrait l'appeler « Pour en finir avec les pénuries d'eau ». Bon, quelques chiffres pour commencer. L'humanité cultive actuellement 14 millions de kilomètres carrés. Ça équivaut à peu près à 10 de la surface, de toute la superficie des continents. Pour nous aider à visualiser, disons que ça correspond à la superficie de l'Asie du Sud-Est plus la Chine. Ça ferait à peu près 14 millions de kilomètres carrés. De cette superficie-là, il y a à peu près 3 millions de kilomètres carrés qui sont irrigués, soit l'équivalent de l'Inde. Puis sans cette irrigation-là, il faut savoir que les gens mourraient de faim. Okay? D'après les experts, là, si on réussit à enrayer la pauvreté, la diversification de l'alimentation va exiger de doubler la superficie irriguée. Ça reviendrait à rajouter à peu près la moitié de la superficie de la Chine, en superficie irriguée. Pourquoi il faudrait tant augmenter la superficie? C'est parce que si les gens mangent mieux, c'est parce qu'ils vont manger davantage de fruits et légumes. Ces aliments-là sont essentiels à une bonne alimentation, mais malheureusement, ils sont moins efficaces énergétiquement que, je ne sais pas, le riz ou les autres céréales. Donc, même pour une quantité d'énergie quasiment équivalente, il va falloir que la production alimentaire augmente si on veut augmenter aussi la qualité de vie des gens. Les besoins en eau des terres irriguées, ça varie. On parle d'irrigation partielle en cas de sécheresse, jusqu'à des cas extrêmes de production alimentaire en plein désert. Pour résumer, à l'heure actuelle, le tiers de la production alimentaire mondiale dépend d'irrigation. Puis cette eau-là est en partie puisée dans les nappes souterraines, en bonne partie. En tout, l'humanité pompe 1000 km3 d'eau par année. 1000 km3 d'eau souterraine par année, c'est impossible de continuer comme ça encore longtemps. Pourquoi? C'est parce que le problème, c'est que cette eau-là, elle ne se remplace pas. C'est de l'eau qu'on appelle fossile. Elle s'est accumulée pendant les dernières glaciations. Puis, les niveaux des eaux souterraines, là, ça diminue continuellement. Puis, dans la majorité des cas, il n'y aura plus d'eau au milieu du siècle. Okay? Alors, c'est tout un défi, là. On veut doubler la production alimentaire. On produit déjà une bonne portion de notre nourriture avec de l'eau souterraine, mais on ne peut pas continuer à pomper l'eau souterraine. Qu'est-ce qu'on fait avec un problème comme ça? Est-ce que les gens qui habitent des régions désertiques, ils peuvent économiser l'eau qu'ils n'ont pas? Est-ce qu'ils doivent déménager? Déménager, là, on parle de 2 à 3 milliards de personnes. Là. On pourrait peut-être faire quelque chose de plus simple si on produisait de l'eau. Tiens, voici une photo d'un endroit où il y a beaucoup d'eau. Est-ce qu'on est à la veille de manquer d'eau? C'est vrai, cette eau-là est salée, là, mais est-ce qu'on peut enlever le sel? Bien sûr, là, puisqu'on en parle. Ça doit prendre beaucoup d'énergie. Hein? Est-ce qu'on en aurait assez pour faire tout ça? Oui, puis vous avez une bonne idée où on va la prendre. Hein? Donc, la solution à long terme pour l'humanité, c'est de dessaler l'eau de mer. Il y a plusieurs façons de le faire. Les technologies qui produisent l'eau la plus pure sont toutes des variantes de la distillation. Alors, c'est facile, on chauffe de l'eau salée, il n'y a que l'eau qui s'évapore, puis ensuite on condense la vapeur pour récupérer l'eau liquide. Bon, des techniques simples du genre qu'on peut avoir à la maison, là, des petites machines, mais ça consomme ça beaucoup d'énergie. Donc, on parle de 20 sous le litre à peu près. Mais là, dans des grandes usines de grande capacité, là, on utilise toutes sortes de trucs pour récupérer la chaleur, puis comme ça, la consommation d'énergie est à peu près 1000 fois plus faible. Là. Alors là, l'objectif, il est simple. L'eau de mer, ça contient en moyenne 40 000 parties par million de sel dissous. Il faut ramener la concentration à 10 parties par million. Alors, combien d'énergie ça prend pour faire ça? Bon, les chiffres pour 1 mètre cube, donc 1000 litres. Une usine aurait besoin de 1 kWh d'électricité et 50 kWh de chaleur. Ça, c'est par mètre cube. Seulement 1 kWh d'électricité parce que là, on utilise une méthode thermique. Okay? Il existe des systèmes d'ultrafiltration où l'eau a à peine besoin d'être tiède, mais ça demande beaucoup plus d'électricité. Alors, dans le cas de la distillation, les besoins d'électricité sont très faibles, mais les besoins de chaleur sont pas mal élevés. Sauf que les températures, heureusement, sont je dirais moyenne, environ 60 degrés Celsius. Bon, est-ce qu'on a de grandes quantités de chaleur à 60 degrés disponibles? Oui, puis c'est même l'énergie qui serait perdue autrement. La photo suivante, elle vous donne un indice. Est-ce que vous voyez la fumée blanche qui s'échappe de la grosse cheminée? Là? En fait, c'est pas de la fumée, c'est de l'eau. La centrale comme telle, on l'a dit tantôt, c'est le petit dôme de béton blanc qui est en bas à gauche. La grosse structure conique, elle, ça, c'est la tour de refroidissement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tomber de l'eau par le haut de la tour. Pendant qu'elle tombe, les gouttes d'eau, elles se refroidissent. Toute la masse d'air dans la tour de refroidissement s'échauffe et par effet de cheminée, ça se met à monter. Donc là, on a un courant d'air vers le haut.
et l'eau tombe vers le bas. Et ça fait en sorte que l'eau qui arrive en bas de la tour de refroidissement est beaucoup plus froide que l'eau qui est entrée en haut. Puis toutes les centrales électriques qui fonctionnent à partir d'une source de chaleur, bien, ils perdent malheureusement environ 60 de leur énergie. Donc, nos centrales, malheureusement, il n'y a que 40 de la chaleur qui se rend jusqu'à l'alternateur pour produire de l'électricité. Puis on sait, la vapeur qui fait tourner la turbine, elle doit être condensée avant d'être retournée dans le réacteur. Alors, dans le cas de la centrale de Gauguin, eux autres, ils prennent une tour de refroidissement parce qu'ils veulent éviter de surchauffer la rivière. Ils vont plutôt utiliser l'eau de la rivière pour compenser les pertes d'humidité qui sortent par la tour de refroidissement. Quand une centrale nucléaire, elle est située pas trop loin de l'océan, évidemment que l'énergie de refroidissement, elle vient toujours de l'océan, parce que l'océan est une masse tellement immense qu'on peut, sans aucun dommage pour l'environnement, prendre l'eau et la rejeter 2 km plus loin sous l'océan, là où il fait 4 degrés. Donc, c'est un problème c'est pas un problème pour l'environnement. Pour ce qui est de dessaler avec une centrale nucléaire, ça se fait déjà. Il y a une compagnie canadienne qui s'appelle Candes qui participe à un projet russe pour fabriquer une usine flottante, puis elle va produire 100 000 m3 d'eau douce par jour, en plus de fournir à peu près 65 millions de watts d'électricité. Alors, toute la chaleur de refroidissement de la centrale électrique sert à distiller de l'eau de mer. Comme ça, 100 de l'énergie sert à faire quelque chose. Okay? Donc, vous vous souvenez tantôt de notre bonne nouvelle numéro 2, c'était qu'on allait pouvoir détruire tous les déchets radioactifs en les passant dans des centrales nucléaires de 4e génération. Mais vous le savez, ces centrales-là ont la même limitation physique. Elles vont perdre 60 de leur énergie en chaleur. Combien d'eau on pourrait distiller avec cette chaleur-là pendant qu'on détruirait les déchets? Mettons, on va regarder les chiffres pour une centrale. En termes de grosseur, là, les nouvelles centrales vont produire environ 1 milliard de watts électriques, puis ils vont perdre 1,5 milliard de watts en chaleur. Alors, si on couple une usine de dessalement avec une centrale comme celle-là, elle va avoir assez d'énergie pour distiller 250 millions de mètres cubes d'eau douce par année, en plus de produire 1 milliard de watts d'électricité pour la population. Ça fait combien? Mettons-le en kilomètres cubes, ça fait 1/4 de kilomètre cube. Petit calcul rapide, ça prendrait donc 4000 centrales comme ça pour compenser les 1000 km cubes d'eau qu'on pompe actuellement à partir des nappes souterraines. Bon, on disait qu'il faudrait doubler la superficie irriguée d'ici 50 ans. On parlerait dans ce cas-là de 8000 centrales pour produire 2000 km3 d'eau par année. Je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup, 8000 centrales. Est-ce qu'on aurait besoin de toute l'électricité que ces centrales-là produiraient? Pour mettre les choses en perspective, actuellement, les humains utilisent l'équivalent de 1900 centrales électriques de 1 milliard de watts. La plupart fonctionnent au charbon. Si on fait une moyenne pour l'humanité, ça donne environ 276 watts par personne. Est-ce que c'est beaucoup? On se souvient, au Québec, on utilise 3000 watts électriques par personne, plus environ 5000 watts sous forme de pétrole puis de gaz. Actuellement, la moyenne mondiale, c'est 276. Okay? Donc, c'est pas beaucoup. Nos 8000 centrales électriques dont on parle, ils feraient à la fois de l'électricité et du dessalement. Puis ça permettrait d'augmenter la moyenne mondiale en termes de puissance électrique à 1400 watts, ce qui est à peu près 2 fois moins encore que l'énergie électrique qu'on consomme au Québec. C'est certainement pas exagéré, là. Surtout quand on pense qu'ici, en plus, on a 5000 watts de gaz et de pétrole. Là. Alors, chaque centrale consommerait 1 tonne de déchets nucléaires par année, étant donné qu'on en a environ 1,2 million de tonnes à éliminer, bien, la destruction des déchets nous fournirait en électricité et en eau potable pendant 54 ans. Mais on a vu tout à l'heure que nos réserves réelles d'uranium sont plutôt de 400 000 ans. Okay? Puis, bon, on a parlé de la fusion nucléaire aussi. Alors, je ne sais pas si vous réalisez depuis tantôt, là, après en seulement 1h30, on a réglé le problème des déchets domestiques et industriels, des déchets nucléaires. On a trouvé comment fournir de l'eau potable et de l'électricité à tout le monde. Alors, ça va bien quand même pour ce soir. Vous êtes-vous déjà en forme pour une autre bonne nouvelle? Alors, Simon va se faire un plaisir.